troisième et dernière partie de ce chapitre, de Bonaparte à Napoléon Ier, un empire héritier de la Révolution. Donc on est sur la période 1799 jusqu'en 1815. Et donc la problématique est la suivante, c'est une problématique classique. Dans quelle mesure la période napoléonienne, consulat-empire donc, rompt-elle avec la Révolution française? D'abord, Bonaparte va mettre en place un régime personnel et autoritaire. Dans un premier temps, il va s'agir d'une république autoritaire qui est le consulat de 1789 à 1804. Alors, voici l'organigramme de la République organisée par la Constitution de l'an 8 de 1799, donc suite au coup d'État du 18 Brumaire. C'est le document 1, page 24. Donc, le nouveau régime qui est mis en place en 1789, il conserve l'apparence d'une république. Les dirigeants sont bien élus. Les pouvoirs sont séparés. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif en rose. Et donc, un suffrage universel qui est rétabli, mais qui en réalité ne va être utilisé que pour les plébiscites, puisque pour le reste, on voit qu'il y a de multiples étapes pour les élections. En réalité, donc, on a la mise en place d'un pouvoir autoritaire et personnel. Le premier consul, qui est Napoléon Bonaparte, détient l'essentiel des pouvoirs. Il est assisté de 2 autres consuls, mais qui n'ont qu'une voix consultative. Et surtout, le pouvoir législatif, lui, est émietté en 4 assemblées. Et chacune de ces assemblées n'exerce qu'une seule partie du pouvoir législatif. Ainsi, on vide réellement les assemblées d'un quelconque pouvoir. Alors, Bonaparte a cette habitude d'utiliser beaucoup le plébiscite. Alors, c'est une habitude qui est notamment héritée des habitudes militaires et du lien très fort que Bonaparte, en tant que général, avait avec ses troupes. Il estimait qu'il devait être au contact de ses troupes et finalement obtenir leur assentiment pour arriver à les mener à la victoire. C'est un peu le même type de légitimité qu'il va rechercher. Il va utiliser le plébiscite à nombreuses reprises, et en particulier lorsque, donc déjà le premier consul, hein, à l'origine, il est nommé pour 10 ans, et puis en 1802, il fait accepter que le consul soit nommé à vie, donc lui-même, hein, donc que Bonaparte soit consul à vie. Puis en 1804, il fait entériner par un plébiscite le passage à l'Empire, et donc il devient à ce moment-là empereur des Français. Donc on voit bien qu'il y a la recherche d'une légitimité populaire directe à ce pouvoir personnel, sans passer par les institutions républicaines, hein, qui sont clairement vidées de leur substance. Mais malgré ce caractère très personnel, le consulat n'est pas une véritable dictature, car le peuple continue à être consulté et représenté par des assemblées. C'est pourquoi on parle plutôt d'un régime autoritaire. Alors les oppositions sont étroitement surveillées, hein, mais on a toujours quand même un principe de représentativité et de consultation du peuple. Alors, à partir de 1804, on bascule dans un régime monarchique, le Premier Empire, avec un empereur, qui n'est pas empereur de France, hein, qui est empereur des Français. Et là, on voit le caractère, la recherche de légitimité populaire de Napoléon Ier, qui donc est considéré comme un héritage aussi de la Révolution française. Donc mai 1804, juin 1815 pour être précis. Alors, vous connaissez sans doute ce tableau très célèbre de David, de Jacques-Louis David, qui représente donc le sacre de l'empereur. Alors, en réalité, hein, ce n'est pas un sacre, c'est un couronnement.
et on voit que Napoléon, en fait, on devrait l'appeler le couronnement de l'impératrice Joséphine, est en train de couronner sa femme, Joséphine. Et à l'arrière, il y a la présence du pape. Donc c'est en présence du pape, mais en réalité, Napoléon s'est couronné lui-même et c'est lui qui couronne l'impératrice. Donc là, il y a la volonté. Ce n'est donc pas une monarchie de droit divin, même si il cherche l'assentiment de l'Église. On voit ici la noblesse qui est reconstituée. On va y revenir. Il y a une cour d'empire avec une noblesse d'empire qui est reconstituée. Donc 2 décembre 1804. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a un remplacement de la souveraineté nationale, la recherche de souveraineté nationale par par Bonaparte qui avait maintenu les institutions républicaines, par une souveraineté réellement monarchique. Et d'ailleurs, les assemblées ne sont plus convoquées, même si les institutions restent quasi identiques à celles du consulat, les assemblées ne sont plus convoquées, donc de fait, on est dans un pouvoir monarchique. Et l'abandon du plébiscite après 1804 confirme le remplacement de la souveraineté nationale par la souveraineté monarchique, et désormais, c'est Napoléon Ier qui se pose en élément central de l'unité de la nation. Alors, donc, vous voyez ici une représentation de Napoléon Ier. Alors là, c'est un tableau de Ingres. Donc, c'est Napoléon Ier sur son trône. Et là, on est bien dans une figure monarchique avec les attributs classiques de la monarchie en France, notamment la main de justice, le sceptre. Mais, effectivement, une monarchie nouvelle, donc qui à la fois reprend des éléments de la monarchie, de la royauté française, mais va se poser en rupture. Donc on voit que la couronne, par exemple, c'est une couronne de laurier. Alors il porte la Légion d'honneur, on en reparlera. Et il y a bien un manteau de sacre, mais changement de couleur parce que changement de dynastie. C'est la pourpre impériale avec le symbole de Napoléon, qui est l'abeille. Donc on retrouve les caractéristiques d'une monarchie, une cour, une noblesse, qui est composée de généraux, de ministres, de préfets, mais aussi de savants et d'artistes qui reçoivent de Napoléon des titres et des pensions. Donc la noblesse créée avec des titres héréditaires, mais sans privilège, c'est-à-dire c'est purement honorifique, mais il n'y a pas d'exemption fiscale par exemple.